présenter la soirée. Donc, bienvenue à cette soirée débat. Le principe des soirées débat, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est d'aborder un sujet avec un ensemble d'intervenants. Ce soir, on en aura 3. Et ensuite, d'avoir un temps d'échange. Alors, ce temps d'échange peut se faire de plusieurs façons. Le plus sympa, ce serait de pouvoir échanger de vive voix, ce qui est compliqué en ce moment. Donc, on vous demandera dans un premier temps d'échanger dans l'espace de conversation. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions. Il y a 2 façons sur Zoom Webinar de poser des questions, de façon à avoir des questions un petit peu plus ciblées qui permettent aussi une réponse écrite. Et de mon côté, je surveillerai les 2 aspects. Bien entendu, l'idée, c'est de débattre. Donc, si vous souhaitiez prendre la parole, il suffit simplement de le demander. Vous avez une option pour lever la main, auquel cas on vous donnera la parole librement. Ça évite, lorsqu'on est plus de 100, d'avoir à gérer les micros et les problèmes de son. Là, on est déjà 110, 111 connectés, plus les retardataires. Donc, voilà, c'est la seule contrainte, c'est que pour l'instant, vous êtes tous muets, mais néanmoins, dans la mesure où on essaye de discuter, il va de soi que vous pouvez librement échanger. Adélaïde, je te laisse introduire la soirée et je te laisse prendre le relais. Ça marche. Merci Emmanuel. Alors, merci aux conférenciers, mais merci aussi à la FGC d'accepter qu'on fasse une conférence autour de ces sujets d'actualité que sont les questions d'ACV dynamique. Alors, je vais présenter les 3 intervenants et puis surtout, si je dis des bêtises, n'hésitez pas, hein, les 3 personnes concernées. Donc, d'abord, ça sera Anne Ventura, qui est directrice de recherche à l'Université Gustave Eiffel et spécialiste des développements de méthodes, analyse de cycle de vie, qui vous proposera un exposé sur l'indicateur GWP dynamique, qui présentera vraiment la problématique de cet indicateur dynamique. Ensuite, Guillaume Habert, professeur à l'ETH Zurich, spécialiste lui aussi des questions d'analyse de cycle de vie et de matériaux alternatifs, qui lui va vous parler d'ACV dynamique comme une méthode pour réussir à lier les intérêts à travers le temps et l'espace. Et enfin, Guillaume Meunier, notre représentant de la profession, alors qui est architecte ingénieur chez Elliott, du groupe Egis, et qui se définit comme un bas carbone addict, pour ceux qui sont sur LinkedIn, qui est très actif autour de ces questions-là. On a régulièrement des posts particulièrement intéressants et qui, du coup, lui, va nous expliquer l'intégration de la CV dynamique dans la conception bas carbone. Voilà pour cette... J'espère que je n'ai pas dit de bêtises sur vous 3. Merci beaucoup d'avoir accepté de présenter vos points de vue sur ces questions-là. Je pense que la soirée va être riche en questions et réponses de votre part. Donc Anne, du coup, tu peux commencer. Merci. Vous m'entendez, c'est bon? Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? On voit ton écran, Anne, c'est parfait. C'est très bien. Donc, je vais commencer cette présentation. C'est surtout à propos de l'indicateur. C'est donc un travail qu'on a écrit avec Adélaïde Ferraille et puis avec les relecteurs aussi en interne. L'idée de cette présentation, comme on a 20 minutes, je vais essayer d'aller assez vite. Il y a une vidéo aussi qui dure à peu près 20 minutes. J'ai rajouté des choses par rapport à cette vidéo, donc j'espère que ceux qui ont vu la vidéo, ça me fait un petit peu redite. Mais bon, il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu. Donc, il s'agit d'expliquer comment, qu'est-ce que représente en fait cet indicateur Global Warming, GWP, un Global Warming Potential. Pourquoi une approche dynamique a émergé. C'est en fait l'intégration du temps dans cet indicateur. Et puis, comprendre comment ces indicateurs sont calculés pour ensuite discuter de la pertinence des méthodes. Alors, juste un petit rappel sur les gaz à effet de serre et le changement climatique. Donc, le soleil réchauffe la Terre.
la Terre est une planète qui émet des rayonnements infrarouges liés à ce réchauffement. Et que font les gaz à effet de serre? Ici, j'ai mis le CO2. Ils renvoient une partie de cette chaleur vers la Terre et une partie aussi vers l'espace. Mais on va dire que l'équilibre entre ces deux rayonnements est plutôt en faveur de renvoyer les rayons infrarouges vers la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle gaz à effet de serre. Il y en a d'autres. Et donc, on caractérise un gaz à effet de serre par son efficacité radiative, qui est vraiment une mesure qui est liée à la molécule elle-même dans son environnement atmosphérique. Et donc, ça représente en fait la proportion d'énergie qui est renvoyée vers la Terre par 1 kg de ce gaz. Alors, il faut savoir que quand un gaz à effet de serre est émis dans l'atmosphère, il va y rester un certain temps. Ce qui fait que l'efficacité radiative n'est pas suffisante pour mesurer l'effet sur le changement climatique. Il faut aussi prendre en compte la durée pendant laquelle ces gaz à effet de serre vont être présents dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle donc le forçage radiatif cumulé, qui est donc l'énergie cumulée qui est reçue par 1 mètre carré de surface terrestre liée à l'émission de ce kilogramme de gaz à effet de serre. Donc, c'est une valeur qui est cumulée dans le temps en fonction de la dégradation de la molécule. Alors, ça se représente comment ici, si on veut un peu mieux comprendre ce forçage radiatif cumulé? En fait, ici, on représente tout en haut le CO2 et puis en dessous un autre gaz à effet de serre. Donc, on voit qu'on a émis une certaine quantité au temps zéro et puis ça se dégrade. Et donc, comment on va calculer le forçage radiatif cumulé? On va prendre l'air sous la courbe sur une certaine durée de cette quantité qui se dégrade au cours du temps et on va la multiplier par l'efficacité radiative, donc juste déterminer. Donc ça, c'est vraiment ce qui est... Oui. Pardon, oui. le son est de pas très bonne qualité. Je ne sais pas si tu peux améliorer les choses rapidement, changer de casque ou approcher ton micro. Je suis désolé de l'interruption, mais c'est très haché. Alors, là, j'ai pas de casque. Est-ce que c'est mieux? Oui, légèrement, oui. Légèrement mieux. Je vais avoir un autre casque. Est-ce que c'est mieux? Oui, il y a un peu de mieux. Bon, j'essaye de parler peut-être un peu plus fort. Oui, ça sera très bien. Merci beaucoup. Je me demande s'il ne faut pas que tu sois un peu plus près de ton micro, en fait. Alors, vu que j'ai un casque, normalement. Alors, je vais essayer de me rapprocher sans casque. Est-ce que c'est mieux? C'est peut-être aussi le micro en fait, qui est sur le PC et pas sur le casque. Il faut regarder dans les paramètres de son en bas à gauche. On peut mettre soit le casque, soit le PC. Peut-être par défaut, ça a été mis sur le PC. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Oui. Oui. Bon, je vais rester comme ça, plutôt Très bien, merci beaucoup. Je me rapproche de mon ordinateur. Voilà. Parfait. Donc, j'explique ce forçage radiatif cumulé qu'il représentait. Donc, si je reprends, si vous avez bien entendu, donc il représente en fait l'énergie qui est reçue par la Terre pendant toute la durée où une molécule, enfin, pendant une certaine durée où une molécule ou un gaz à effet de serre se dégrade. Et donc, on le calcule comme ça, en prenant l'air sous la courbe de la courbe de dégradation, multiplié par l'efficacité radiative. Alors, si je représente maintenant cette air sous la courbe en fonction du temps, ça représente comme ça une courbe qui monte. Et puis, on prend à la durée d'intégration, on a la valeur du forçage radiatif cumulé, ici pour le CO2, et puis ici pour un autre gaz à effet de serre. Alors, pourquoi je distingue les deux? Parce que le CO2, compte tenu des cycles biogéochimiques qui ont lieu à l'échelle de la planète, ne se dégrade pas entièrement. En fait, il faut savoir que quand on émet 1 kg de CO2, on va en retrouver 22% dans l'atmosphère d'une manière extrêmement stable et pendant des milliers d'années. Donc, ça veut dire que l'air sous la courbe ici, ça tend vers une constante, la dégradation, et donc ici, l'intégrale qu'on a calculée ici, elle va tendre vers une droite et pas vers un plateau.
Alors, je mets les équations pour ceux qui sont plutôt familiers avec ça. L'air sous la courbe, on le retrouve ici dans ce calcul d'intégrale et on retrouve le facteur ici, l'efficacité radiative, qu'on sort en général de l'équation parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exprimer son évolution en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il est constant. Enfin, globalement, il est constant. Il pourrait varier, mais à des échelles de temps très, très longues. Et puis, il a varié dans les 20 dernières années, mais plutôt lié à des mises à jour de modèles par le GIEC. Alors, de quoi dépend ce forçage radiatif cumulé? Il va dépendre forcément de la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet, mais aussi de la valeur de l'efficacité radiative et enfin de la durée qu'on a choisie pour calculer cette intégration. Alors, c'est important cette durée et on pourrait se poser la question de comment la choisir. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle durée? Est-ce qu'on doit prendre une durée différente pour les différents gaz à effet de serre? Est-ce que la durée est la même si on émet un gaz à effet de serre à un moment différent? Alors, la réponse, c'est non. Alors, d'abord, la durée elle-même, on ne peut pas choisir une durée sur des bases scientifiques. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, pour le CO2, ça ne se dégrade jamais entièrement. Donc, on pourrait se dire, je prends la durée maximale à laquelle tous les gaz qu'on a émis se seront dégradés. Sauf que pour le CO2, on ne peut pas. Donc, finalement, on est obligé de prendre une durée conventionnelle. Donc, ça, c'est important de comprendre que cette durée est une convention. J'ai mis 100 ici sur mes graphiques parce que c'est une habitude qu'ont les scientifiques et puis maintenant la profession de travailler avec cette valeur. Mais on pourrait en prendre une autre. Par contre, une fois qu'on a choisi cette durée, elle doit rester la même pour tous les gaz à effet de serre et quel que soit le lieu et le moment d'émission. Alors, pourquoi? Parce que ici, si on prenait des durées différentes, on ne pourrait pas voir, pour les différents gaz à effet de serre, on ne pourrait pas voir l'effet de la vitesse de dégradation. Ici, j'ai représenté en vert un autre gaz à effet de serre qu'on voit sur la courbe en bas. Et on voit bien que s'il se dégrade plus vite, sous réserve que les efficacités radiatives soient à peu près les mêmes, s'il se dégrade plus vite, on voit bien que son forçage radiatif cumulé va tendre plus vite vers un plateau qui sera moins élevé. Donc, c'est important d'avoir la même durée pour intégrer des contributions différentes des différents gaz à effet de serre. Et puis, et le point le plus important, c'est que c'est une réalité physico-chimique. À partir du moment où vous avez émis un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il va contribuer au forçage radiatif cumulé. Et donc, il n'y a aucune raison de choisir un horizon temporel différent si on l'a émis plus tard, puisqu'il va y contribuer de toute façon. Et puis, leurs efficacités radiatives, on l'a vu, a priori, elles ne varient pas, en tout cas sur des temps qui, si elles varient, ce serait plutôt sur des millions d'années que des centaines. Donc, maintenant qu'on a compris ce que c'est que le forçage radiatif cumulé, on va passer à l'indicateur. Donc, l'indicateur, c'est un ratio. Et c'est l'indicateur potentiel de réchauffement global, ou GWP en anglais. C'est un ratio, c'est le ratio entre 1 kg d'un gaz à effet de serre émis à un temps zéro, enfin du forçage radiatif cumulé de ce gaz à effet de serre, divisé par le forçage radiatif cumulé de 1 kg de CO2. Donc, ça s'exprime avec ce ratio. Et pourquoi on fait ce ratio? Eh bien, il n'y a pas de raison physico-chimique, c'est surtout une raison de conversion d'unité. Vous voyez que l'unité du forçage radiatif cumulé, c'est des watts an par mètre carré par kilogramme. Ce n'est pas très parlant, même si, en fait, watt an ici, c'est comme le watt-heure. En fait, c'est une unité d'énergie. Donc, on retrouve bien l'énergie émise et captée par 1 mètre carré pour 1 kilogramme. Mais bon, c'est quand même pas forcément évident à comprendre. Donc, on divise par le CO2 pour pouvoir l'exprimer tout simplement en équivalent CO2. Donc, petit rappel, l'indicateur, le facteur de PRG en fait pour le CO2 est égal à 1 forcément, puisqu'on va diviser, on va avoir la même expression au numérateur et au dénominateur. Alors, l'indicateur maintenant, il est basé sur les facteurs. Pour chaque gaz à effet de serre, on va multiplier sa masse par son facteur PRG. Et ça, c'est l'indicateur statique. Mais même cet indicateur statique, il y a un temps à l'intérieur, puisqu'il a fallu, pour calculer le facteur, définir l'horizon temporel de l'impact conventionnel. Et donc, là, je me base sur 100 ans, puisque c'est la valeur qu'on choisit de manière commune.
Alors maintenant, venons-en aux aspects dynamiques, maintenant qu'on a bien compris. L'idée, c'est de partir d'un exemple. Donc ici, on prend l'exemple d'1 kilogramme de CO2 qui est émis tous les 25 ans, pendant 100 ans, donc 5 fois, qu'on compare à 5 kg, ici en rouge, de CO2 qu'on a émis au temps zéro. Et donc l'idée, c'est de comparer le forçage radiatif cumulé et puis l'indicateur, de voir quel est l'indicateur qui va représenter le phénomène. Donc, quand on regarde le forçage radiatif cumulé qui correspond à ces courbes d'émission, ici, on voit, toujours en rouge pointillé, c'est ce qu'on obtient pour l'indicateur statique, c'est-à-dire 5 kg sont émis au temps zéro. Et puis en noir, c'est ce qu'on obtient quand on a émis 1 kg tous les 25 ans. Donc, on voit bien ici que la courbe noire, elle est inférieure à la courbe rouge. Donc, ça veut dire que oui, émettre 5 kg au temps zéro, ce n'est pas équivalent à émettre 5 fois 1 kg de manière différente. Et donc, l'indicateur dynamique, c'est un indicateur qui doit refléter la baisse de ce forçage radiatif du fait des émissions différentes. Alors, pour ça, il faut qu'on ait un inventaire, qu'on passe d'un inventaire statique à un inventaire dynamique. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir ici des émissions, l'inventaire statique, ici, on suppose que tous les gaz à effet de serre sont émis au même temps, on appelle le temps zéro. Ici, on ne va pas prendre en compte, en fait, la durée du cycle de vie. On va, par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière cohérente, avoir une durée d'intégration qui est la même, donc un horizon temporel d'impact qui est le même pour tous les gaz à effet de serre. Et puis, forcément, le temps ici, puisque tout le monde est à 0, il se termine à 100, puisque c'est la valeur de l'horizon temporel de l'impact. Quand on va passer à une étude dynamique, on va avoir le détail temporel de ces émissions. Donc ici, on reprend la même totalité des émissions, mais on a leurs valeurs réparties dans le temps. Ici, j'ai pris un exemple où ça va à peu près jusqu'à 100 ans. Donc, il est évident qu'ici, pour chaque gaz, on va avoir un horizon temporel qui commence au moment où on va émettre ce gaz. Donc, ça veut dire qu'ici, le cycle de vie, maintenant, avant, il avait une durée égale à 0, si on veut, et maintenant, il a une vraie valeur. Ici, elle est à peu près de 100 ans. Et donc, ici, la durée d'intégration, si on la met, qui démarre à chaque émission, ça veut dire qu'au final, on a une durée d'observation qui est égale à la durée du cycle de vie plus l'horizon temporel de l'impact, puisqu'on l'ajoute au moment de la dernière émission. Donc, l'indicateur, maintenant, il s'est un petit peu complexifié, mais en fait, il n'est pas si différent de l'indicateur d'avant. Pour chaque gaz à effet de serre, ici, on a le gaz X1. Au lieu d'avoir un seul terme, on en a plusieurs qui correspondent aux différents temps, aux différents moments où on aura émis ce gaz. Et donc, on aura les masses qui sont émises à chaque temps, T1, T2, T3, et les facteurs dont leur valeur aura varié également. Alors, dans l'exemple que j'avais pris où on émet 1 kg tous les 25 ans, on va se retrouver avec une durée temporelle, une durée d'observation qui est égale à la durée du cycle de vie qui était de 100 ans ici, puisque j'avais une émission tous les 25 ans. Et j'y ajoute mon horizon temporel d'impact ici, donc c'est 220. Alors, maintenant, comment on calcule l'indicateur? Donc, on se rappelle que c'était le ratio, donc on va prendre, enfin, l'indicateur, le facteur qui sert au calcul de l'indicateur. Ici, on se rappelle donc que c'était un ratio. Alors, on pourrait effectivement garder la même façon de calculer, c'est-à-dire qu'à la fois au numérateur et au dénominateur, on va démarrer un horizon temporel d'impact au moment de l'émission. Et voilà ce qu'on obtient comme courbe. Donc, on obtient une courbe ici pour CO2 en escalier, puisque son facteur est égal à 1. Et donc, le facteur ne varie pas en fonction du temps. Et au final, au bout de la dernière émission, on rejoint la valeur de l'indicateur statique. Donc ici, ce n'est pas une méthode qui permet de refléter la baisse de forçage radiatif qu'on avait constatée, que je remets ici en bas à droite. Donc, la méthode que nous on propose, c'est qu'en fait, on va garder, comme c'est prévu au niveau physico-chimique dès le départ, un horizon temporel d'impact qui démarre au moment de l'émission. Et donc, à chaque émission, on va l'intégrer sur 100 ans. Et par contre, au dénominateur, on va intégrer depuis le temps zéro jusqu'à la fin de l'horizon temporel de l'impact de l'émission considérée. Ici, pour le cadre bleu,
on émet avec retard, un retard T. Ici, on a bien l'horizon temporel de l'impact pour l'intégration. Et en dessous, au dénominateur, on a rajouté la valeur qui correspond au délai auquel on a émis le gaz. Et donc ici, on obtient une courbe, en fait, noire. Ici, en forçage radiatif cumulé, on voit bien qu'elle est inférieure à la valeur de l'indicateur statique. Donc la différence, elle se mesure évidemment au bout de la bonne durée d'observation. On a vu que c'était égal à la durée du cycle de vie plus l'horizon temporel de l'impact. Donc on reflète bien ce qu'on avait constaté. Alors la méthode aujourd'hui qui est proposée pour la réglementation, elle ne se base pas sur la même logique. Ici, on a décidé, dans cette méthode qui est basée sur les études du CIREG, on a décidé de figer l'horizon temporel de l'impact au niveau du dénominateur. Donc, on suppose que pour le dénominateur, c'est 100 ans. Du coup, au numérateur, les émissions qui vont être émises au temps zéro, elles vont bien être intégrées sur 100 ans, mais les émissions qui sont émises plus tardivement, leur intégration, en fait, elle va se faire sur l'horizon temporel de l'impact moins le moment, la date d'émission. Et donc ici, en fait, on a la même courbe que tout à l'heure, sauf qu'on ne regarde pas au même endroit. Ici, on regarde la différence entre statique et dynamique au moment où on a stoppé le calcul. Donc ici, en fait, on voit bien une diminution. Mais cette diminution, elle est liée à la fois au décalage temporel, mais aussi au fait qu'on a trompé le calcul de l'indicateur ici. Toutes les émissions qui sont différées, on n'a pas intégré sur le même horizon temporel d'impact. Alors pourquoi, comment ils justifient, dans le CIREG, comment justifie le fait de figer ces 100 ans? Ils disent, je choisis de manière arbitraire. Alors je dis arbitraire parce que c'est leur mot. Ils disent, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règle pour choisir. Donc je choisis arbitrairement une durée d'observation de 100 ans. Puis, je choisis ma durée de cycle de vie du bâtiment. Et quand je fais le calcul, mince, je m'aperçois que l'horizon temporel de l'impact dépasse la durée que j'ai choisie arbitrairement. Donc, je trompe le calcul de l'indicateur. Nous, on pense que c'est une erreur conceptuelle de raisonnement. Et donc, cette incohérence de raisonnement, elle est liée au fait que le choix au départ des 100 ans est arbitraire. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que la durée du cycle de vie du bâtiment, elle a une valeur qui est factuelle, qui est observable, qui est connaissable. Donc, c'est un fait, même si dans les faits, ça peut être difficile de la connaître réellement, mais en tout cas, on peut la connaître. L'horizon temporel de l'impact, on l'a dit, il doit être le même pour tous les gaz à effet de serre, et ça, c'est pour représenter la réalité physico-chimique. Donc, les valeurs factuelles et justifiées ne peuvent pas être soumises au choix arbitraire d'une durée qu'on ne peut pas justifier. Ce qui fait qu'on corrige le raisonnement et on dit, 1, la durée du cycle de vie du bâtiment a une valeur factuelle et observable. 2, on prend le même horizon temporel pour tous les gaz à effet de serre. Et 3, on en déduit la durée d'observation qui n'est donc pas une valeur arbitraire qu'on peut choisir comme on veut. Alors, juste pour appliquer à la réglementation environnementale du bâtiment, et c'est pour faire le lien parce que mon exemple est sur 100 ans, alors que dans en fait, la réglementation, la durée du cycle de vie est confondue avec la durée de vie du bâtiment, elle est fixée à 50 ans. Donc, que fait la réglementation? Elle dit tout ce qui a été mis avant ou après, je le ramène à la borne 0 ou à la borne 50. Et puis, j'applique l'horizon temporel de l'impact de 100 ans à mes émissions et en fait, je coupe. Et donc, nous, on pense que non, en fait, il ne faudrait pas couper à 100 ans, mais il faudrait tout simplement avoir la bonne durée d'observation qui, ici, serait de 150 ans puisque la réglementation fixe la durée de cycle de vie à 50 ans. Voilà. Donc, juste ici, je vais passer vite parce que là, le temps passe. Donc, le facteur correctif, il est calculé sur la base de ces deux courbes. Le facteur correctif actuel, il est calculé sur la base de cette différence à 100 ans, alors que la valeur correcte devrait être à 150 ans. Donc, ça correspond au coefficient qu'on a recalculé. Donc, ici, on montre la différence entre ce que nous, on obtient et ce que la réglementation utilise.
avec quand même un écart de 34%. Donc, là, nous, notre propos, c'est vraiment de dire qu'il faut tenir compte de la réalité physico-chimique dans le calcul de ces indicateurs dynamiques et qu'on ne peut pas tronquer un calcul d'indicateurs parce qu'on le veut. On tronque de manière conventionnelle et dans ces cas-là, si on a choisi 100 ans, c'est 100 ans pour tout le monde. Après, on peut discuter par contre sur la valeur des 100 ans de l'horizon temporel de l'impact. Alors pour finir, juste l'aspect de long terme. Ici, je remets la même courbe du forçage radiatif cumulé qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand même intéressant d'aller regarder ce qui se passe à long terme, parce que ce qui se passe à long terme, c'est que la différence qu'on a vue importante juste avant, ici, à long terme, on voit qu'en fait, elle est tout à fait négligeable. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que si on retarde de quelques dizaines d'années, puisque là, on parle de 100 ans, on retarde de 100 ans ou de 25 ans ou de 50 ans des émissions, au final, le résultat sur le changement climatique sera quasiment le même parce que le phénomène qu'on observe il ne se déroule pas sur 10 ans. Aujourd'hui, quand on émet on le voit bien sur le CO2, de toute façon, on émet une molécule de CO2, on va avoir 22% qui reste dans l'atmosphère pendant des milliers d'années. Donc, ça veut dire que ce petit écart ici, au final, n'est pas significatif. Voilà, non, j'avais mis ça, mais on pourra en reparler si on veut. Je laisse la parole. Merci. Merci, Anne. Donc, effectivement, en fait, il n'y a pas de questions dans le chat immédiate. Du coup, je vous propose de passer à la présentation de Guillaume. Habert, pardon, parce qu'après, on a deux Guillaume.